Barthélémy Ngom. Bienvenue, direction Thiénaba, où nous retrouvons Cheikh Anta Diop. Cheikh, bonjour. Oui, bonjour, Barthélémy Ngom. J'imagine, après cette triste nouvelle, le rappel à Dieu, le calife du calife de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, qui nous a quittés cette nuit. Dites-nous comment se passe la situation là-bas, les talibés qui ont fait le déplacement. Oui, ils sont venus de partout et Thiénaba a refusé du monde aujourd'hui pour l'inhumation du défunt Khalif Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le défunt Khalif est désormais repose dans le cimetière de Thiénaba. Il a été inhumé près de son grand-père Amari Ndak Seck. C'était en présence du gouverneur de la région de Thiès et de plusieurs autres autorités. Et pour vous dire, pour votre information, c'est Serigne Abdourahim Seck qui est désormais le 8e Khalif général de Thiénaba. Et pour l'heure, ils ont fini de procéder à l'inhumation, mais il y a un monde fou. Les gens sont venus de partout, les fidèles talibés sont venus de Thiès, Khombole et même Tivaouane pour assister à cette inhumation. Et pour vous dire que Cheikh Ahmed Tidiane Seck, le 7e Khalif de Thiénaba, était un homme multidimensionnel, un homme qui maîtrisait parfaitement le Saint-Coran et les sciences religieuses. Et tout à l'heure, certainement, nous y reviendrons dans les prochaines éditions parce qu'actuellement, il y a des témoignages qui fusent de partout et nous nous dirigeons très rapidement chez le défunt Khalif pour les condoléances Barthélémy. Merci beaucoup, cher Anta Diop. Vous dites que le nouveau Khalif s'appelle Serigne Abdourahim Seck. Serigne Abdourahim Seck, c'est le 8e Khalif de Serigne Amadou Ndak Seck. Merci beaucoup, cher Anta Diop, en direct de Thiénaba. Vous reviendrez bien sûr plus tard avec d'autres informations. Le rappel à Dieu. Je le rappelle donc du Khalif de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, qui nous a quittés cette nuit. Il a été remplacé au Khalifa par Serigne Abdourahim Seck. Nous y reviendrons avec Cheikh Anta Diop, un autre chef religieux qui nous a quittés hier. Il s'agit de Serigne Pape Malick Seck, le porte-parole du Khalifa des Tidjanes, un décès qui a Serigne Pape Malick Sy, qui nous a quittés hier, un décès qui a sérieusement affecté les talibés Tidjanes du Maroc. Plusieurs récitals de Coran sont organisés via les réseaux sociaux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu Farah Pierre Diouf, le président du Daïra Tidjane du Maroc, avec Khadim Baye. Khadim Baye, donc Farah Tidjane, que nous allons retrouver peut-être avant la fin de ce journal. Il revient sur ces récitals de Coran. Je rappelle que c'est lui le président du Daïra Tidjane du Maroc. Ces récitals de Coran donc organisés dans tout le Maroc pour rendre hommage, mais également pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole des Tidjanes. Il était également en quelque sorte un trait d'union entre les différentes familles religieuses. Son travail a été bien magnifié, aussi bien pour les responsables des confréries musulmanes que pour les responsables des confréries chrétiennes. On voit ça avec Mohamed Ali Mouba. L'élément non plus n'est pas en place. Il est midi passé de 7 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous en venons au coronavirus. Avec la situation qui se complique du jour au lendemain, le Sénégal s'approche des 100 décès, encore 4 morts hier, 98 décès à ce jour. Les cas positifs augmentent, encore 121 cas ces dernières 24 heures. Sur les 1057 tests réalisés, 79 contacts, 15 cas importés et 27 cas issus de la transmission communautaire. Là-dessus, nous écoutons le docteur Aloyse Waly Diouf. Sur 1057 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 15 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne, 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Diourbel 3 cas, Fatick 3 cas, Kaolack 3 cas, Guédiawaye 2 cas, Liberté 6, 2 cas, Touba, 2 cas, Dakar Plateau, 2 cas, Parcelles Assainies, 1 cas, Mbao, 1 cas, Yoff, 1 cas, Pikine, 1 cas, Mariste, 1 cas, Tivaouane, 1 cas, Mermoz, 1 cas, Khombol, 1 cas, Sicap Baobab, 1 cas, et enfin Joal, 1 cas. 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.
27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 25 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 6 354 cas ont été déclarés positifs, dont 4 193 guéris, 98 décédés et donc 2062 sous traitement. C'était le docteur Aloyse Wali Diouf. La colère de la section SAMES de l'Agence de la couverture maladie universelle, ces agents plutôt réclament le paiement de leur indemnité et représentation médicale. Et pourtant, précise-t-il, le président de la République a signé le décret depuis 2018. Le problème donc, ajoute leur secrétaire général, se situe au niveau du conseil de surveillance de l'agence qui refuse de donner son accord, mais le conseiller technique du directeur de l'agence de la CMU le rassure. Il déclare que le problème est en phase d'être réglé à Wambaye, que nous aurons l'élément de Wambaye. Donc, ce sera d'un moment à l'autre. Ouf de soulagement pour plus d'une centaine de Sénégalais qui étaient bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Ils ont enfin pris le chemin du retour. Ils doivent passer par la Mauritanie avant d'arriver au Sénégal. Mohamed Diop, notre correspondant, nous en parle. Ils sont au total 128 Sénégalais qui étaient bloqués à la frontière Maroc-Mauritanie. Ils étaient précisément retenus dans la partie marocaine de la frontière et cela a duré plus de 3 mois. Finalement, la Mauritanie a autorisé le transit de son territoire. De ce fait, un premier groupe de ces Sénégalais est arrivé à Rosso à bord d'un bus. Ils ont même traversé vers le Sénégal. Un deuxième groupe doit arriver à bord de 22 véhicules particuliers et un autre bus. D'autres Sénégalais qui étaient, eux, bloqués à la frontière mauritano-sénégalaise, précisément à Rosso-Mauritanie, sont également autorisés à rentrer au Bercail. Parmi eux, quelques 396 personnes ont déjà rejoint le Sénégal cette semaine. C'est donc un ouf de soulagement pour tous ces Sénégalais qui étaient retenus au niveau des frontières terrestres après leur fermeture en raison de la pandémie de la COVID-19. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mohamed Diop sur ces Sénégalais donc, qui étaient bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie et qui ont enfin pris le chemin du retour. Nous revenons sur cet élément d'Awambaye, la colère de la section SAMES de l'Agence de la couverture maladie universelle. Ces agents réclament le paiement de leur indemnité et représentation médicale et pourtant, précise-t-il, le président de la République a signé le décret depuis 2018. Le problème donc, ajoute leur secrétaire général, se situe au niveau du conseil de surveillance de l'agence qui refuse de donner son accord, mais le conseiller technique du directeur de l'agence de la CMU le rassure. Il déclare que le problème est en phase d'être réglé à Wambaye. Il s'insurge contre ce qu'il appelle un dysfonctionnement grave au niveau de l'Agence de la couverture maladie universelle dans laquelle il représente la section du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Le docteur Lamine Diouf, secrétaire général, et ses collègues médecins réclament le paiement de leur indemnité de représentation médicale, un acquis que le conseil de surveillance de l'agence refuse de reconnaître. Depuis 2018, le président de la République a signé un décret nous accordant une indemnité de représentation médicale, mais malgré nos multiples démarches auprès de la direction générale, elle est toujours dans le refus de nous appliquer cette indemnité de représentation médicale, prétextant que le conseil de surveillance n'a pas validé cela. Alors que, en vertu de la hiérarchie des normes, un conseil de surveillance ne saurait s'opposer ou bien aller à l'encontre quand même d'un décret présidentiel. Le conseiller technique du directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle rassure, le problème est en passe d'être résolu. Alifal. Il n'y a pas de blocage contrairement à ce qu'ils disent. Donc je crois que aussi bien l'agence, la direction générale que le conseil de surveillance, ils sont disposés quand même à revoir cette question de fond en comble. Il y a eu quand même quelques réunions au cours desquelles donc cette question a été soulevée. Et je crois que les gens sont dans de bonnes dispositions donc d'accorder cette indemnité. La direction générale n'est pas dans le juridisme pour dire que oui, le décret est à la primauté peut-être sur l'avis du conseil de surveillance. Peut-être que ça c'est un débat juridique donc sur lequel on ne discute pas. La section SAMES de l'Agence de la couverture maladie universelle se dit déterminée face au paiement de ces indemnités de représentation médicale qu'elle considère comme un droit et non une doléance soulevée au gré d'une humeur.
Mbaye. Et puis Mbagnick Ndiaye, un ancien gouverneur, président de l'association Pencum Sine Saloum, il demande aux populations de se préparer car, souligne-t-il, une récession économique guette le Sénégal et il sera difficile pour le gouvernement de faire face. Propos tenus à la gouvernance de Kaolack où il remettait au chef de l'exécutif régional la contribution de son association dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Voici Mbagnick Ndiaye avec Ibrahima Diamé. Toutes les institutions économiques internationales comme la Banque mondiale et la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, prévoit une récession économique profonde comme celle de 1929. Et à cet égard, le chef de l'État vient de faire une adresse à la nation pour avertir des menaces de sécession qui pèsent sur notre économie. Et c'est pourquoi toutes les forces vives de la nation doivent se gendarmer, c'est-à-dire être debout comme un seul homme pour apporter leur contribution aux efforts de redressement de notre économie qui interpellent tous les secteurs. Il n'y a donc plus de sélection à faire, sinon un effort national de mobilisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous sommes venus vous apporter la contribution de Pencum Sine Saloum à la lutte contre le Covid-19 qui consiste en 2000 masques qui permettent d'aider les populations à observer les mesures sanitaires. Ensuite, il y a des gels et des savons. 94.0, la radio en puissance. Midi 15 minutes. Ce matin, les cours ont enfin repris dans tous les établissements de la commune de Sédhiou après la pluie d'hier qui a perturbé la reprise. Seulement, on note quelques absents du côté des élèves. Max Euclide Kamfani. Après le faux pas d'hier dû à la pluie enregistrée dans la région, les cours ont repris au niveau des différents établissements de Sédhiou, même si quelques rares absences sont notées du côté des élèves. À l'école privée catholique Saint-Charles, le directeur Paul Ignace Diatta fait le point. Différemment de ce qui s'est passé hier, la rentrée a bel et bien eu lieu à l'école Saint-Charles. Sur les 69 élèves que nous attendions, il y a 62 qui sont là. Donc on a 7 absents, dont un garçon et 6 filles. Mais parmi les absents, les parents ont appelé, soit ils sont venus pour nous dire le motif pour lequel l'enfant n'est pas venu. Et quant aux enseignants, tout le monde est là depuis le 1er juin. Le même constat est fait à l'école primaire Chérif Younous Aïdara. Mamadou Lamine Bodjan en est le directeur. Pour aujourd'hui, le 26, tous les élèves sont présents à l'école. Si vous passez même dans les classes, vous verrez que c'est plein. Ce n'est qu'hier qu'il y avait la perturbation avec la pluie. On était tout à l'heure en réunion d'harmonisation pour retourner en classe. On a demandé de faire le point, il n'y en a pas beaucoup. Dans une classe, comme a signalé, qu'il y a un absent. Il y a 92 candidats répartis en 6 classes. Au lycée Ibou Diallo, par contre, depuis hier, l'administration s'est essayée à faire une prise de contact avec les quelques élèves présents après la pluie. Mamadou Mané, proviseur du lycée. Le jour 2 de la reprise aujourd'hui est très satisfaisant. Donc autant hier la reprise a été timide, elle a été effective mais très timide parce que nous n'avions pas beaucoup d'élèves. Donc hier la pluie a été un handicap mais que nous avons pu quand même gérer et que nous allons gérer parce que comme je l'ai dit, la pluie va être un problème mais tout va dépendre de notre capacité de résilience. Et ce matin, le proviseur est heureux de constater une présence massive des potaches. Mais aujourd'hui quand même, nous enregistrons un taux de présence de 80% chez les élèves. Tous les professeurs sont là. Aujourd'hui, même si la reprise semble timide du fait de cette longue pause de plus de 3 mois, ces acteurs de l'éducation de Sédhiou espèrent que la flèche va monter la semaine à venir. Max Euclide Kamfani à Sédhiou. Pour la RFM. Max Euclide Kamfani, la reprise des cours en cette période hivernale qui constitue donc une menace sur les travaux champêtres en milieu rural. En Bignade et en Gouy, c'est dans la région de Fatick, les paysans estiment que c'est des bras de moins. Donc, même si certains estiment que l'éducation des enfants demeure une priorité. Aminata Goudiaby. Sous un soleil de plomb, Ibrahima Diouf manipule un semoir à petites graines. Ce cultivateur du village de Mbignade est en train de semer du mil et il est aidé par des enfants âgés selon lui entre 7 et 8 ans. Et s'ils sont là, c'est parce qu'uniquement qu'ils ne sont pas en classe d'examen. On a laissé les enfants retourner à l'école. Ceux qui sont en classe d'examen, bien sûr. C'est le plus important, l'école. Ces enfants que vous voyez là ne sont pas en classe d'examen. Vous les voyez, ils sont encore jeunes. C'est pourquoi ils sont là. Mais ceux qui font le BFM, le bac, sont tous partis à l'école. Dans les champs, cette année, il y a des bras de moins. Mais Léo Faye, habitant du village d'Angouy, ne veut pas se faire de soucis. L'éducation est la priorité, selon lui. Moi, mes enfants, je les ai laissés aller à l'école. Et moi, je vais me débrouiller dans les champs. C'est pas grave. Vous le savez, l'éducation est très importante. De nos jours, il faut étudier pour assurer son avenir.
C'est pourquoi je n'ai pas hésité à laisser mes enfants retourner à l'école. Trouvé seul dans son champ, Barthélémy Diouf, la soixantaine, a l'air fatigué, mais lance un appel aux agriculteurs qui sont aussi des parents d'élèves. Il faut donner aux enfants l'avenir. Au moins, leur avenir ne sera pas comme les nôtres. La priorité, c'est laisser les enfants grandir sur de bonnes conditions. Dans les villages d'Ongouy et de Mbignad, les travaux champêtres ont démarré, mais beaucoup de pères de famille vont devoir les faire tout seuls. Leurs enfants, qui sont pour la plupart des élèves en classe d'examen, sont retournés dans les salles de classe. Aminata Goudiaby, Fatick FM. Aminata Goudiaby, je rappelle que nous allons évoquer justement la reprise des cours pour faire l'état des lieux au lendemain. Ce sera dans la rubrique Point de vue. Un autre secteur, le secteur de la pêche qui constitue un des poumons de l'économie nationale. En visite de chantier du bateau de recherche halieutique, le ministre de l'économie, le ministre de la pêche et de l'économie maritime compte donc remettre à flot le navire pour une gestion beaucoup plus rigoureuse des ressources. Il était en tournée donc ce matin au port autonome de Dakar. Cheikh Tidiane Diagne. ITAF DEM, ce bateau de recherche océanographique est à l'arrêt depuis 2017. C'est en 2000 que notre pays a acquis ce navire fruit de la coopération japonaise. Il a pour mission principale la recherche des ressources halieutiques. Voici les explications du maître principal, Biram Kébé. Quand les gens attrapent le poisson, c'est là où ils classifient les différentes sortes de poissons. Là, pour le labo sec aussi, il y a des matériels qu'ils gardent ici, mais là, présentement, on a mis de la peinture. Et en haut, on a un autre labo qu'on appelle labo acoustique. Là-bas, il y a du matériel acoustique, des ordinateurs, tout le matériel nécessaire pour la recherche halieutique. D'une longueur de 37 mètres sur 8 mètres de largeur, ce navire joue un rôle important. C'est pour cette raison que l'État du Sénégal a investi provisoirement près de 300 millions de francs CFA pour permettre au bateau de retrouver une seconde jeunesse et de reprendre ses activités. Alioune Ndoye, ministre de la Pêche, après sa visite du chantier naval. C'est grâce à la coopération avec l'Union européenne que le ministère des Pêches a bien voulu dégager le montant nécessaire pour ces travaux. Mais cette visite me permet de constater qu'il en faudrait encore davantage parce que ça permettra certainement de reprendre les campagnes de recherche. Mais c'est un bateau qui est là depuis 20 ans et qui donc nécessite certains travaux, notamment de mise aux normes par rapport à des instruments de recherche, etc. Et cela, la direction du CROD, de l'ISRA et surtout le commandant, nous ferons le point. Et nous allons rechercher les moyens pour, en tout cas, essayer de couvrir cela aussi. Les ressources halieutiques du Sénégal sont estimées à 450 000 tonnes par an. Le navire ITAF DEM, qui mène ses activités au-delà de nos frontières, pourrait reprendre ses activités dans un peu plus d'un mois, selon les estimations du ministre de la Pêche, Alioune Ndoye. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Barthélémy Ngom. Et nous reparlons du rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole des Tidjanes. Un décès donc qui a sérieusement affecté les talibés Tidjanes du Maroc. Plusieurs récitals de Coran sont organisés via les réseaux sociaux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Farah Pierre Diouf, le président du Daïra Tidjane du Maroc, au micro de Khadim Baye. Nous présentons nos sincères condoléances à la Oumma islamique d'une manière générale et au peuple sénégalais d'une manière particulière. Suite au décès de notre guide Serigne Pape Malick Sy, qui était un intellectuel, un éducateur, un grand homme de Dieu, comme vous le savez, étant un pur produit de son guide et grand frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Serigne Pape Malick Sy incarnait aussi une dimension intellectuelle cognitive à travers ses innombrables sorties qu'il a eu à faire dans sa vie. Vraiment, c'est une perte immense pour l'humanité tout entière. Ici à Fès, on a appris la nouvelle avec une grande tristesse et consternation, vu la pandémie, tout en respectant les décisions établies par les autorités du royaume. On a essayé de faire des prières à notre manière sous la conduite de la Fédération nationale des Daïra Tidjane au Maroc pour le défunt, tout en priant que le bon Dieu l'élève au pinacle de ses bien-aimés. Amin. Farah Pierre Diouf, le président du Daïra Tidjane du Maroc. Ce décès donc, ce rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy est une lourde perte pour toutes les communautés religieuses au Sénégal, musulmanes et chrétiennes. Le défunt, l'illustre disparu donc, était un infatigable pèlerin de la paix, Mohamed Ali Mouba. Tivaouane a perdu un porte-parole, le Sénégal un rassembleur, un homme de consensus, selon Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma, le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Il constituait le trait d'union entre les différents
tariqa. Il avait d'excellentes relations, tout aussi bien avec les mourides que les laïens, que les khadres, que les associations islamiques. Il était à l'aise avec tout le monde. Un homme de dialogue et de culture, le dialogue islamo-chrétien, Serigne Pape Malick Sy en a fait un cheval de bataille. Abbé Joseph Maïssa Gueye, le secrétaire de la commission du dialogue interreligieux au sein de la conférence épiscopale du Sénégal. Serigne Pape Malick a été au milieu de nous un homme d'ouverture, un homme de paix, un homme de dialogue. Et il a montré cela à toute la communauté chrétienne à l'occasion des multiples rencontres qu'il a eu à faire avec les uns et les autres. Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma invite d'ailleurs à perpétuer son legs. Que le plus important maintenant, qui n'est plus là, c'est que nous puissions lui rendre hommage, continuer à perpétuer son œuvre, en continuant à nous abreuver de ses enseignements. Pour l'abbé Joseph Maïssa Gueye, nul doute que ce legs sera perpétué. La famille de Tivaouane s'est toujours inscrite dans ce sens. Avant Pape Malick, il y a eu Dabar, Al-Amin, 2 apôtres de la paix au Sénégal. Mohamed Ali Mouba et puis tribunal de grande instance de Tambacounda, Pape Alioune Fall, le présumé meurtrier de la dame Bintou Kamara est devant la barre. L'audience vient juste de démarrer. Nous y reviendrons avec Moussa Oumar Gueye. Il est poursuivi pour, entre autres, tentatives pour meurtre et tentative de viol. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions avec Moussa Oumar Gueye, midi 25 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Barthélémy Ngom. La Côte d'Ivoire endeuillée par des pluies diluviennes. Les fortes pluies se sont abattues hier sur la capitale. Bilan, au moins 5 victimes selon RFI. Un homme est toujours porté disparu. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de francs CFA. La semaine dernière, un glissement de terrain a causé la mort de 17 morts dans un quartier de la banlieue d'Abidjan. En Guinée-Bissau, le ministère de l'Intérieur a interdit la circulation des véhicules à vitres teintées. La mesure est entrée en vigueur ce vendredi sur le territoire national. C'est pour des raisons de sécurité selon un communiqué de Bissau, la correspondance de Noa Mankali. La décision est contenue dans un communiqué signé par le ministre de l'Intérieur Boccia Kandé, précisant que la circulation des véhicules avec des vitres sombres est interdite sur tout le territoire national à compter de ce vendredi 26 juin. Le ministère de l'Intérieur a également interdit l'utilisation des voiles dans les voitures. En ce qui concerne les véhicules qui avaient à l'origine des vitres teintées, leurs propriétaires doivent s'inscrire auprès du ministère de l'Intérieur dans la section de trafic routier. D'après ce communiqué signé par le ministre de l'Intérieur Boccia Kandé, la violation des dispositions du présent communiqué implique la saisie du véhicule en cause et l'imposition d'une amende de 100 000 francs CFA, environ 150 €. Le ministère de l'Intérieur a justifié la mesure par la nécessité d'accroître la sécurité et de réduire la criminalité dans le pays, en particulier celle liée au trafic de drogue, d'êtres humains, aux agressions et au transport illégal d'armes à feu. On rappelle que la semaine dernière, le secrétaire d'État à l'ordre public Mario Fambé avait dénoncé l'existence d'une cellule militaire appartenant à une formation politique. Noa Mankali Bissau, RFM. Noa Mankali, Barthélémy, on reparle de la Côte d'Ivoire, le glissement de terrain la semaine dernière qui a causé donc la mort de 17 personnes dans un quartier de la banlieue d'Abidjan. Oui, Georges Déthié-Diop, en République démocratique du Congo, fin officielle de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé hier. L'épidémie qui s'est déclarée en 2018 dans l'est du pays a fait plus de 2200 morts. Une autre épidémie a été récemment déclarée dans l'ouest du pays à Mbandaka, sans lien avec celle qui s'achève. Au total, 24 cas ont été enregistrés avec 13 décès associés d'après l'OMS. Madagascar commémore aujourd'hui les 60 ans
temps de son indépendance, le 26 juin 1960, Madagascar redevenait un État indépendant. Quelques années plus tôt, le pays avait connu une insurrection contre les colons. La répression avait entraîné des dizaines de milliers de morts. 60 ans après son indépendance, les défis à relever pour Madagascar sont immenses. Pauvreté, éducation, santé, entre autres. L'île fait aujourd'hui partie des pays les moins avancés au monde selon les Nations Unies. En Tunisie, retour au calme après la libération d'un leader de la contestation. La tension est retombée dans le sud tunisien. Le retour du porte-parole du mouvement de protestation, Tarek Haddad, a été fêté par une foule en liesse. Il a été arrêté dimanche. La ville de Tataouine est en proie depuis plusieurs semaines à un mouvement de colère des jeunes. Ils réclament les milliers d'emplois promis par le gouvernement en 2017. Ce vendredi, un conseil des ministres exceptionnel se penche sur les moyens d'améliorer la situation économique et sociale de la région. Et pour terminer, en Turquie, le verdict du procès du putsch manqué de 2016 est tombé ce vendredi. 121 personnes ont été condamnées à la prison à vie. Parmi les 121 condamnés, 86 ont écopé de peine de prison à vie aggravée. Une peine de prison à vie aggravée se traduit en Turquie par des conditions de détention plus dures que la normale. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Il est midi, passé de 30 minutes. RFM Sport. L'actualité sportive de la journée qui reste marquée par le titre de Liverpool, champion d'Angleterre à 7 journées de la fin. Les dernières informations sportives avec Soda Cham. Commençons d'abord avec l'Angleterre, Liverpool qui est sacré après 31 journées seulement. Le titre le plus précoce en première ligue. Le record était jusque-là de 33 matchs avec Manchester United en 2000-2001 et Manchester City en 2017-2018. À rappeler aussi que les Reds ont terminé 10 fois sur le podium du championnat depuis 1990. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, affirme que dès que les circonstances sanitaires le permettront, ces joueurs vont faire le tour de la ville pour célébrer comme il se doit ce 19e titre qui les rapproche de leurs rivaux de toujours, c'est-à-dire Manchester United qui a été champion à 20 reprises. Les joueurs de Liverpool, de leur côté, ont fait la fête une bonne partie de la nuit de jeudi à vendredi. Idem pour les supporters de Liverpool qui ont fêté également le titre de leur équipe hier en dehors du stade d'Anfield. Les anciens joueurs de Liverpool ont aussi rendu un hommage aux champions d'Angleterre. Chacun y va de son commentaire. En Italie, l'entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, n'exclut pas de titulariser Blaise Matuidi au poste de latéral gauche ce vendredi contre Lecce. Seule rencontre au programme aujourd'hui de la 28e journée de la Série A. En France, réunie ce vendredi, l'Assemblée générale de la Fédération française a voté la convention 2020-2024 qui la lie à la Ligue de football professionnel et fixe entre 18 et 20 le nombre de formations évoluant en Ligue 1. Donc, Amiens et Toulouse sont par conséquent relégués. Et puis, le premier match amical des champions de France, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, aura lieu au stade Océane. Ce sera contre le Havre le 12 juillet prochain. Christophe Jaillet, après une dernière saison à Amiens, le défenseur a choisi d'arrêter sa carrière à 36 ans. Il affirme, je cite, « Je suis arrivé au bout de la route ». Fin de citation. Et puis, côté transfert, Thomas Meunier, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, le latéral droit belge s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour une durée de 4 ans. Et enfin, le Conseil de la FIFA a attribué hier jeudi l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2023 à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, Soda Cham. RFM, la radio de toute l'actualité. Coronews à présent les informations relatives à la Covid-19 au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. C'est avec Youssouf Boyan. Au Sénégal, la courbe de décès quotidien liée au coronavirus à nouveau ascendante après une accalmie de 24 heures. 4 patients ont perdu la vie, portant le nombre total de décès à 98. Dans le bilan du jour, on note également un retour en force des cas importés au nombre de 15. Il s'agit de personnes arrivées au Sénégal à bord de vols de rapatriement à l'AIBD, fermés aux vols commerciaux depuis mars et jusqu'au 30 juin.
En Côte d'Ivoire, les vols internationaux vont reprendre à partir du 1er juillet, mais les voyageurs arrivant sur le sol ivoirien feront l'objet d'un contrôle et d'un suivi pendant leur séjour grâce à un système de géolocalisation. Les vols intérieurs ont repris aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais les frontières terrestres et maritimes restent cependant fermées au moins jusqu'au 15 juillet, a déclaré le ministre de la Santé. La Zambie a rouvert hier ses frontières aériennes et ses aéroports. C'est l'un des premiers pays africains à prendre une telle mesure. Le président Edgar Lungu dit vouloir relancer l'économie ralentie par les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus. En revanche, en Guinée-Bissau, le président Umaru Sissoco Embalo a annoncé une prolongation de 2 mois de l'état d'urgence décrété fin mars pour lutter contre le coronavirus, soit le double de la durée habituelle, en précisant que celui-ci ne serait plus assorti d'un couvre-feu. À ce jour, la Guinée-Bissau compte 1556 cas confirmés, dont 191 guéris et 19 décès. Une note d'espoir sur le continent. Le premier essai de vaccin Covid-19 en Afrique a commencé le mercredi 24 juin à Johannesburg, la capitale commerciale de l'Afrique du Sud, et Pretoria, la capitale politique. Le vaccin, développé par l'Institut Jenner, sera appliqué à 2000 candidats sud-africains. Les mêmes essais sont aussi en cours au Brésil et au Royaume-Uni. Selon l'OMS, 220 vaccins Covid-19 sont actuellement en cours de développement, 13 sont en cours d'essais cliniques, 5 en Chine, 3 aux États-Unis, 2 au Royaume-Uni, y compris celui développé par le Jenner Institute, et 1 en Australie, en Allemagne et en Russie. Le vaccin Jenner est actuellement fabriqué aux États-Unis. La production devrait se déplacer vers le Royaume-Uni à l'automne. Les moustiques peuvent-ils transmettre le coronavirus ? Non, selon une étude italienne. Les tests ont prouvé que le virus transmis aux moustiques en leur faisant ingérer du sang infecté n'avait pas été capable de se dupliquer. Selon l'Institut national de la santé italien, dans un communiqué, il est donc impossible aux insectes de transmettre le virus par leur piqûre. Une autre étude montre que les décès chez les enfants dus au coronavirus sont extrêmement rares et ne surviennent que dans moins de 1% des cas. C'est parce que la maladie reste chez eux essentiellement bénigne, confirme une étude internationale européenne. 82 établissements de santé ont participé à cette première étude européenne auprès d'enfants et adolescents âgés de 3 jours à moins de 18 ans. Dirigée par des experts de la Grande-Bretagne, d'Autriche et d'Espagne, l'étude montre que sur les près de 600 enfants de moins de 18 ans contaminés par le nouveau coronavirus, seulement un quart avaient des problèmes médicaux préexistants. RFM Reportage. Notre série de reportages consacrée à l'hivernage. Ce vendredi donc, nous nous rendons dans le bassin arachidier. Dans le Saloum, les paysans déplorent la mauvaise qualité des semences d'arachide et de l'engrais. Ils dénoncent également le retard noté dans la distribution. Ibrahim Diamé. Devant le portail d'un magasin de stockage, des paysans s'inscrivent sur une liste pour la réception d'intrants agricoles. Certains ont déjà reçu leur part de semences d'arachide, mais la qualité des graines laisse à désirer, déplore Elimanda, paysan au village de Teralfa, non loin de Gandiaï. Il y en a qui n'ont même pas de graines à semer parce qu'ils comptaient sur les semences de l'État, mais ils sont surpris et déçus par la mauvaise qualité de ces semences qui leur ont été cédées. Elles sont presque inutilisables. Mauvaise qualité des graines, ça dépend, semble dire Modoussen, qui relativise. Par contre, son problème, c'est la quantité infime d'engrais reçus à des moments difficiles pour les paysans. Ce que je peux dire sur les intrants, c'est-à-dire les intrants, l'heure est un peu tard. Ça vient tardivement. Et aussi à des moments de soudure aussi. C'est tout simplement ça le problème des paysans. Et aussi c'est minime par rapport aux besoins des paysans. Tout le problème, c'est le problème de la quantité. Les paysans sont presque unanimes à déplorer cette faible quantité d'engrais reçus par ménage. Imaginez un peu quelqu'un qui exploite une surface agricole de 2 hectares, on lui donne un sac d'engrais. Je vous demande qu'est-ce que cela peut signifier. C'est trop petit par rapport à ses besoins. En ce qui concerne l'hivernage en tant que tel, les pluies ne sont pas pour le moment au rendez-vous dans le Saloum comme le souhaiteraient les paysans. Le mil pousse par endroits, certains ont semé une partie de leurs graines d'arachide, mais d'autres attendent toujours la deuxième vague des pluies pour compléter. Ibrahim Djamé Kaulak, Radio Futur Média.
RFM, la presse du jour. La presse de ce vendredi, lui, est commentée par Georges Déthié-Diop. Les larmes de la Oumma islamique, Serigne Pape Malick Sy n'est plus. Le porte-parole du khalife général des Tidjanes est décédé hier à l'âge de 80 ans. Ainsi, toute la presse quasiment lui rend hommage et porte le deuil. Tivavone touché au cœur, peut-on lire à la une de Enquête. Tivavone sans voir renchéri tribune. Pour Vox Populi, la sublime voix de Tivavone s'est éteinte. Le quotidien se fondant sur son nom de famille et la fonction qu'il occupait, fait dans le jeu de mots. La voix si s'est tue. L'observateur, qui raconte les derniers instants de Serigne Pape Malick Sy, informe qu'il était alité depuis 72 heures. Selon mon confrère, Pape Malick Sy a tiré sa révérence à son domicile à la cité Keur Gorgui et a été inhumé dans l'après-midi à Tivavone aux côtés de son frère et tuteur Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Le journal Le Quotidien souligne qu'il y avait une foule énorme aux obsèques. L'Obs rapporte le témoignage jugé émouvant du khalife des Tidjanes. Serigne Babacar Sy Mansour confie que seule la mort pouvait le séparer de Pape Malick Sy, un guide religieux exceptionnel et respectueux de l'autre, un homme affable et jovial qui faisait rire tout le monde. Ce que semble confirmer Enquête. Le journal affirme que Serigne Pape Malick Sy était l'élégance, l'éloquence et la pédagogie. Enquête, comme la plupart des journaux, rapporte le témoignage du chef de l'État, Macky Sall, qui dit rendre hommage à un homme exceptionnel d'une exquise courtoisie. Les qualificatifs ne manquent pas dans la presse du jour pour raconter le défunt porte-parole du khalife des Tidjanes, le Tidjane intégral, comme l'appelle le soleil. Selon le quotidien gouvernemental, il incarnait l'alpha et l'oméga de la tariqa Tidjaniya, école de piété, du savoir. Serigne Pape Malick Sy, écrit Sidi Diop, en était à lui seul une thèse vivante. L'observateur ajoute qu'il fut un homme si humble et s'est toujours distingué par son érudition et sa courtoisie, un trait d'union entre Tivavone et les autres familles religieuses. Son dernier message, rapporté par le journal du groupe Futur Média, c'était il y a 4 mois au début de la pandémie du coronavirus. Il disait, je le cite, qu'on se garde de nous faire du tort les uns aux autres et qu'on souhaite à son prochain ce que l'on se souhaiterait à soi-même. Sans cela, les soucis ne feront que s'accroître dans nos vies. Le Soleil rappelle un de ses propos. Tout musulman doit servir Dieu à travers son prochain. Un beau viatique pour les vivants, conclut le journal. Et l'on parle du coronavirus. Le Sénégal a enregistré hier son 94e décès. 1976 malades sont sous traitement, dont 24 en réanimation. Une situation qui inquiète Libération. Le journal constate que l'on s'approche dangereusement de la barre des 2000 patients avec un risque de saturation des structures hospitalières. Et dire que les médecins de garde menacent de tourner le dos au centre de traitement. Selon l'Obs, les étudiants en 7e et 8e année de médecine ont décidé de se retirer des salles de soins à partir d'aujourd'hui. C'est pour manifester leur mécontentement contre le ministre de la Santé qui a refusé de leur payer des primes de garde. Pendant ce temps, Source A révèle une disparition d'une partie des denrées alimentaires stockées dans un poste de santé en chantier à Darou Karim à Touba. Un nommé Serigne Saliou Touré a fait main basse sur 450 kg de riz, 70 litres d'huile, 60 kg de pâtes, 50 kg de sucre et 144 morceaux de savon. Selon Source A, le voleur a déclaré devant le juge qu'il voulait les offrir à sa mère et à sa petite sœur. Il a écopé de 3 mois fermes de prison. Évoquant à présent la reprise des enseignements apprentissages, le Témoin fait état d'un second essai réussi. Mon confrère note qu'à part le sud du pays où des pluies ont perturbé la rentrée, partout ailleurs, élèves et enseignants étaient présents. Une reprise globalement réussie selon le Témoin, là où Sud Quotidien fait état d'une rentrée à double vitesse. Cet entretien à lire dans l'As, une interview avec Modou Diagne Fada. Entre autres sujets évoqués, ses rapports avec Wade, Macky, le PDS, la crise à la Sonacos. À la une du journal Les Échos, procès du meurtre du commandant de la brigade de Koumpentoum. La défense accuse les gendarmes d'avoir tué l'adjudant Tamsir Sané. Sport pour terminer, le sacre de Liverpool à la une des journaux sportifs. Sadio Mané en vedette, les Reds champions d'Angleterre à la faveur de la défaite hier de Manchester City, battu 2-1 par Chelsea. Même titre quasiment de record et stade. Sadio Mané, roi d'Angleterre. L'attaquant des Lions devient ainsi le premier Sénégalais champion d'Angleterre. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À midi, passé de 42 minutes, quelques minutes donc pour faire l'état des lieux au lendemain de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Nous sommes en ligne avec Saourou Sen. Bonjour, monsieur Sen.
Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Notre deuxième intervenant, Amadou Mokhtar Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, merci. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale. Alors, je reste avec vous, Monsieur Ndiaye. Ce deuxième essai pour la reprise a-t-il été réussi? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Et je voudrais d'abord, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, qu'il me soit permis de saluer l'élan patriotique des enseignants à travers les syndicats d'enseignants. L'ambiance, d'après les rapports que nous avons reçus, a été telle que a été très sécurisante et très attractive, parce que dans les régions même, à l'intérieur du pays, et beaucoup de syndicats du G7 ont accompagné les autorités administratives et académiques dans la visite donc des écoles, des établissements. Donc, je voudrais, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, me saluer cet élan patriotique d'abord. D'accord. Donc, et pour nous, globalement, la rentrée s'est très bien déroulée. Et peut-être, avec les questions à venir, je voudrais les situer à 3 niveaux. Parce qu'il faut des indicateurs pour caractériser la rentrée. Donc, voilà. Parmi les indicateurs que vous avez à votre disposition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme indicateur pouvant étayer en tout cas ce que vous venez de dire, comme quoi la rentrée a été vraiment une satisfaction de façon globale? Oui, d'abord les indicateurs situés à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du personnel enseignant administratif. Il faut essayer de chiffrer, quantifier le nombre d'enseignants qui avaient été attendus et le nombre d'enseignants qui se sont réellement présentés. Donc, c'est le premier indicateur. Et si je m'arrête sur cet indicateur-là, nous avons un taux de présence des enseignants qui se situe entre 80 à 100%. Maintenant, il y a des disparités au niveau des régions. Si vous voulez, nous en reviendrons. Effectivement. Et il y a également l'indicateur au niveau des élèves. Au niveau des élèves également, le taux est satisfaisant parce qu'il se situe au-delà de 90%, un peu plus de 90%. Et le troisième indicateur, c'est le matériel. Donc, le matériel, le protocole sanitaire. Il faut dire que partout où le MEN n'a pas tout donné, la collectivité locale qui est compétente en la matière à compléter, sauf peut-être quelques dysfonctionnements qu'on pourrait relever ça et là. Nous pouvons dire que généralement, donc à partir des chiffres et des indicateurs qui sont à notre possession et que nous avons reçus grâce à une à une remontée des données au niveau de manière ascendante, c'est-à-dire qu'au niveau des IF, des IA d'abord, donc avant d'arriver au niveau central, nous pouvons dire que aussi bien dans le public que dans le privé, nous avons un taux de reprise assez satisfaisant. Assez satisfaisant. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndiaye. Saourou Sène, au regard de ce que M. Ndiaye vient de dire, ou alors, en d'autres termes, est-ce que vous partagez cette position, ces chiffres-là que M. Ndiaye vient de nous donner? Oui, merci beaucoup. Je dois préciser que hier, notre organisation a choisi déjà d'aller sur le terrain. J'étais dans la région de Thiès, notamment dans la zone de Toubatoul, de Khombol, avant de faire la ville de Thiès commune. Et j'ai appelé l'inspecteur d'académie pour lui dire que, en ce qui concerne la forte préoccupation que nous avons sur, le protocole sanitaire, parce que c'est ça notre premier critère, le respect du protocole sanitaire, nous avons quand même exprimé notre satisfaction pour la bonne et simple raison que pour les établissements visités, il y a qu'au niveau de Toubatoul où nous avons une difficulté parce que s'il y a un problème d'eau au niveau du collège de Toubatoul et le principal m'a indiqué que c'est un problème global au niveau de la commune de Toubatoul, mais je crois qu'il va falloir prendre toutes les dispositions pour corriger. Sinon, pour le reste, en ce qui concerne le collège de Khombol, le lycée Fayou, le collège des Parcelles Assainies de Thiès, vraiment tout le matériel est disponible et nous avons pu même entrer dans des salles de classe pour voir les dispositions qui sont prises en ce qui concerne, la distanciation sociale. Donc vraiment, en tout cas ce que nous avons vu hier
dans la région de Thiès, c'est un peu rassurant. Alors, pour ce qui concerne au-delà de la région de Thiès, votre syndicat, votre syndicat, justement, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, au-delà de la région de Thiès maintenant, nos camarades nous ont fait la remontée des informations. Bien sûr que pour le sud, la pluie s'est invitée à cette reprise-là, mais ça quand même, en période d'hivernage, tout le monde peut le comprendre. L'essentiel maintenant, c'est de prendre les dispositions qui permettent à ce qu'en tout cas, même s'il y a par endroit des inondations pour des établissements, qu'on puisse très tôt les identifier et trouver des sites qui peuvent en tout cas se substituer à ces établissements-là. Nous avons vu hier comment le lycée Djignabo est inondé. Nous avons vu aussi vers Velingara quelques collèges. Il y a un collège qu'on nous a annoncé que le matériel n'était pas totalement disponible, mais encore une fois de plus, il faudrait que ce que nous avons vu hier, qu'on soit dans une perspective d'améliorer. Parce que le problème n'est pas de réussir une première journée ou une semaine. Le problème, c'est d'encadrer le protocole sanitaire jusqu'aux examens finaux. Je crois que ça, il faut que l'État et les collectivités locales se le tiennent pour dire. Et donc, si nous conjuguons nos efforts ensemble, peut-être qu'on peut arriver à des solutions. Maintenant, au niveau de Dakar, je voudrais relever pour la zone de Pikine, le lycée de Mbao, il y a une difficulté en philosophie. Il est important quand même, comme nous l'avions dit avec l'autorité du ministère de l'Éducation nationale, mais pour la philosophie, étant donné déjà que c'est des professeurs en manque, c'est des effectifs très élevés, mais qu'au niveau de la mairie de Pikine, en rapport avec l'IA, et peut-être au niveau du gouvernement, qu'on essaie de voir dans ces zones-là où on peut trouver de grandes salles, à défaut d'avoir un amphi, mais qu'on essaie de prendre ces salles-là pour que les cours de philosophie puissent se tenir là-bas, dans le respect de la distanciation sociale et avec les grands effectifs. Je crois qu'il faudrait que cette réflexion-là soit menée le plus rapidement possible afin qu'on dépasse ces difficultés-là. Certainement, M. Ndiaye va apporter des précisions, des éclairages par rapport à cette situation, le manque de professeurs de philosophie, parce que on sait, les classes sont souvent pléthoriques et si on éclate une classe, par exemple, pour essayer de respecter la distanciation physique, on risque de se retrouver face à un manque de professeurs. Alors, Monsieur Ndiaye, vous avez évoqué tout à l'heure des indicateurs pour arriver à la conclusion, pour en tout cas en déduire une conclusion satisfaisante. Mais on note également des manquements, surtout sous l'angle sanitaire, des manquements quelque part au niveau de certaines écoles. Dans le sud, par exemple, Saour Hussein l'a évoqué tout à l'heure, on a vu des enseignants qui se sont retrouvés avec juste un seul masque. Bon, je dois avouer d'abord, comme je le réitère encore au nom de M. de l'Éducation nationale, l'intervention du secrétaire général, M. Saour Hussein, montre à quel point les syndicats sont engagés pour accompagner l'État dans une synergie d'action. Et il nous fait l'invite même d'ailleurs de continuer à demeurer vigilants pour que jusqu'à l'administration des épreuves pour les différents examens, qu'on demeure vigilant et qu'on essaye de jouer notre rôle de veille et d'alerte à ce niveau-là. Je voudrais le réitérer parce que c'est important pour moi. Quand vous travaillez avec des gens et qui s'engagent comme vous, aussi bien que vous, dans la quête pour trouver des solutions pour une bonne reprise, une reprise sans anicroche, je devrais dire. Et j'ai même oublié de dire que dans l'élan général de la reprise, l'allure générale de la reprise, au niveau de la formation professionnelle également, nous avons eu 78% de satisfaction. Maintenant, il l'a évoqué. Sédhiou, nous avions eu des problèmes dans le sud. Il l'a bien dit, Soro. Et au niveau de Sédhiou, le personnel administratif présent tourne autour de 93%. Pour les 14 lycées sur 19, donc 14 lycées sur 19 ont fonctionné à Sédhiou parce qu'il faut le rappeler, la pluie a commencé à 7 h du matin à Sédhiou. Et le nombre de professeurs attendus était 396. On l'a vu parce que dès la reprise a été aussitôt perturbée par une pluie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre? De craindre quoi? Qu'à l'avenir, que dans une semaine, dans deux, que la pluie vienne encore perturber les enseignements et apprentissages. C'est ça le sens qu'il faut donner à la planification et le sens de l'anticipation que nous devons avoir. Donc, parce qu'en fait, il faut qu'on apprenne au Sénégal également à travailler sous la pluie et que la pluie ne soit pas un facteur bloquant. Et je voudrais vous le dire, et je sais que Saourou le sait, et le secrétaire général Saour Hussein le sait,
l'inspecteur d'académie est le responsable de la gestion des personnels, n'est-ce pas? Et il a tous les personnels qui sont mis à sa disposition. Et il connaît également, puisque c'est le premier également responsable de la gestion matérielle, c'est-à-dire que matériel et donc les salles de classe, les écoles, en relation avec les autorités administratives, on a la possibilité aujourd'hui de voir quelles sont les classes ou les écoles qui sont capables d'abriter les élèves, pour que les cours se déroulent normalement, en tenant compte également des intempéries. Des intempéries. Malheureusement, directeur, nous sommes rattrapés par le temps. Merci beaucoup, Saour Hussein. Je termine vite fait avec vous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, on l'a vu, une forte mobilisation des enseignants, le directeur l'a rappelé tout à l'heure, ils sont à entre 80 et 100% de présence, côté enseignants, bien sûr. Est-ce que vous comptez toujours maintenir cette dynamique? Oui, mais tant que le protocole sanitaire sera respecté, il n'y a pas de raison que les enseignants ne soient pas à leur poste. Comme j'ai eu à le dire, c'est pas aujourd'hui que les enseignants vont montrer leur patriotisme. Nous l'avons toujours été pour nous, pour notre pays et pour l'école que nous avons surtout comme famille. Et à partir de ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais bien un peu l'élan des Sénégalais. Très souvent, tout le début est bon, mais au fur et à mesure que les choses avancent, il y a une tendance de relâcher. Mais je l'ai dit, il faut qu'on reste ferme sur le protocole sanitaire. Quand je dis il faut qu'on reste ferme, c'est nous les enseignants, l'administration, le gouvernement, tout le monde doit quand même veiller à ce que cette situation-là soit de mise, parce que ce que j'ai dit, et je le répète, personne n'accepterait demain que l'école soit un foyer de propagation de la pandémie. Et à partir de ce moment, je crois qu'il faudrait que nous puissions ensemble rester nous-mêmes, être rigoureux avec le protocole sanitaire. L'autre aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est que il ne faudrait pas oublier quand même que pour ce qui concerne les enseignants qui souffrent de maladies, ceux qui étaient victimes de contamination ou de stigmatisation, qui demandent à être réaffectés, il faudrait que dans les meilleurs délais, le ministère étudie leur situation pour leur apporter le secours qu'il faut. Merci beaucoup. Merci Saour Hussein. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Saour Hussein, le secrétaire général du SAEMS. Merci également à Amadou Mokhtar Ndiaye, le directeur des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était Point de vue. C'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Luba. Merci de votre fidélité. À 13h, dans 5 minutes, le journal en Wolof avec Papa Ngagne Ndiaye. Je vous laisse avec Allo Présidence.